C'est l'une des transformations les plus folles de la nature. On commence tous notre vie comme un nouveau-né totalement démuni, et puis, presque par magie, on s'éveille pour devenir un individu doué de conscience, profondément connecté aux autres. Mais comment ça marche exactement ? Dans cette analyse, on va plonger la tête la première dans les mécanismes incroyables qui structurent l'esprit humain dès les toutes premières secondes de notre existence. Pour cartographier ce grand voyage, notre décryptage va suivre 4 étapes clés. D'abord, l'éveil de l'intelligence. Ensuite, le mystère de la permanence de l'objet. Puis, les fondements vitaux de l'attachement. Et pour finir en beauté, l'émergence du concept de soi. Allez, on attaque tout de suite avec notre première grande étape, l'éveil de l'intelligence. On a tous déjà vu un bébé faire tomber son jouet de sa chaise haute. Encore et encore et encore, ça a le don de rendre fou. Eh bien, selon les stades de développement sensorimoteur de Jean Piaget, l'enfant ne cherche pas du tout à semer la zizanie. Ce bébé, c'est en fait un minuscule physicien en plein travail. De la naissance jusqu'à ses 2 ans, il teste littéralement les lois de la causalité. Il affine ses mouvements pour passer de simples réflexes automatiques à une véritable expérimentation active, pour finir par faire de vraies combinaisons mentales. C'est fascinant, chaque petit comportement du quotidien est en réalité un bond géant vers la maîtrise de notre monde physique. Et là, il y a un concept absolument central sur lequel on doit s'arrêter. L'égocentrisme piagétien. Attention, on ne parle pas de quelqu'un qui a un ego surdimensionné ou qui refuse de prêter ses affaires. Non, c'est une limite purement cognitive, une réalité structurelle du cerveau à cet âge. L'enfant est littéralement et physiquement incapable d'envisager le monde depuis une autre perspective que la sienne. L'univers entier est filtré et assimilé à travers sa propre petite bulle subjective. Mais l'esprit grandit vite. Prenons un exemple classique. À 3 ans, si on transvase de l'eau d'un verre large vers un verre grand et fin, l'enfant pensera dur comme fer qu'il y a plus de liquide. C'est l'échec de la conservation. Mais le vrai feu d'artifice cognitif arrive entre 4 et 5 ans, avec la compréhension de ce qu'on appelle les fausses croyances. Imaginons un instant, on cache secrètement des crayons dans une boîte d'allumettes. Eh bien l'enfant comprend enfin que si quelqu'un d'autre entre dans la pièce, cette personne croira logiquement qu'il y a des allumettes à l'intérieur. Ça paraît anodin, mais c'est monumental. L'enfant réalise que les autres ont leur propre cerveau avec des croyances qui peuvent être fausses. C'est le passage triomphal d'une pensée intuitive à une pensée logique. Ce qui nous amène à une question existentielle passionnante. Notre partie 2, la permanence de l'objet. Où va un objet quand il est caché ? Pour un très jeune bébé, la réponse est radicale. Il n'existe tout simplement plus. Pouf, évanoui dans le néant. Alors comment l'esprit arrive-t-il à comprendre que la réalité continue d'exister même quand on ferme les yeux ou qu'un drap la recouvre ? Eh bien, la résolution de ce casse-tête perceptif se fait en 6 étapes bien précises. Au tout début, c'est l'indifférence totale. Puis, le cerveau évolue et l'enfant se met à chercher un peu. Mais le plus fascinant là-dedans, c'est cette fameuse erreur A non B. Disons qu'on cache un jouet sous un coussin à gauche. Le bébé le trouve. Parfait. Mais si on le cache ensuite sous un coussin à droite, juste sous ses yeux ébahis, il va quand même chercher à gauche. Pourquoi ? Parce que pour lui, l'existence du jouet est magiquement liée à sa propre action de chercher à l'endroit habituel. C'est en dépassant ce petit bug cognitif que l'enfant réalise enfin que les objets ont une existence totalement autonome, permanente, et qu'il peut même anticiper leurs trajectoires invisibles. Bon, maintenant que le décor physique de l'enfant est planté, on passe à sa survie émotionnelle. Voici notre 3e partie, les fondements de l'attachement. Pendant très longtemps, la vision d'un certain Sigmund Freud suggérait que les bébés n'aiment leurs parents que pour une seule raison, la nourriture, un amour très utilitaire en somme. Mais des chercheurs brillants comme Harry Harlow avec ses fameuses expériences sur les singes ou encore John Bowlby ont complètement balayé cette idée. Ils ont prouvé, sans l'ombre d'un doute, qu'il y a en nous un besoin biologique, inné et profondément ancré de réconfort physique et de lien social. Ce besoin de chaleur humaine dépasse de loin la simple satisfaction d'avoir le ventre plein. Ce qui fait émerger un concept magnifique et absolument central, la base de sécurité. Quand on observe un enfant s'agripper à la jambe de son parent, ce n'est pas qu'une simple peur de l'inconnu. Ce parent agit comme une véritable ancre émotionnelle. C'est cette certitude indéfectible d'avoir un port d'attache sécurisant qui donne paradoxalement le courage à l'enfant de s'en détacher pour aller explorer le monde. Une base solide est en fait le seul vrai tremplin vers l'indépendance. Et cette base de sécurité se construit vraiment étape par étape. Dans les tout premiers mois, le nouveau-né va pleurer pour attirer l'attention de n'importe quel adulte dans la pièce. Mais très vite, la magie opère. Autour de 6 mois, l'attachement devient franc et extrêmement sélectif. L'enfant cherche activement la proximité de ses parents, il développe l'angoisse de la séparation et surtout, il se met à scruter leurs expressions faciales en permanence pour savoir si une situation inédite est sûre ou dangereuse. On arrive enfin à notre dernière étape, la 4e partie, l'émergence du concept de soi. Le grand moment où la conscience se tourne vers l'intérieur. D'après les recherches de Michael Lewis, l'identité s'éveille en 2 grands temps.
D'abord, vers 2 ou 3 mois, c'est l'étincelle du moi existentiel. L'esprit réalise et j'existe. Et mes actions, comme taper sur ce mobile, ont un impact sur le monde qui m'entoure. C'est seulement bien plus tard qu'arrive le moi différentiel. C'est le moment précis où l'enfant comprend qu'il est une personne bien définie, un objet dans le monde doté de caractéristiques qui lui sont propres et qui sont observables par les autres. Pour illustrer ce glissement psychologique, il existe une expérience absolument brillante, connue sous le nom du test de la tache rouge. Au départ, mettez un bébé de 10 mois devant un miroir. Pour lui, le reflet n'est qu'un super partenaire de jeu potentiel. Mais si on fait la même chose autour du 21e mois, en lui appliquant discrètement une petite tache de maquillage sur le nez, là, c'est le choc cognitif. L'enfant se regarde dans le miroir et porte instantanément la main à son propre nez. Ce petit geste, très simple en apparence, est un moment charnière. C'est la preuve irréfutable de la véritable conscience de soi. Et dès que ce moi est découvert, il devient un acteur incroyablement social. Entre 2 et 3 ans, l'identité s'affirme à travers des choses très concrètes, son apparence, son gendre. C'est aussi la grande période de possessivité, le fameux « c'est à moi », où l'affirmation de soi passe par la revendication acharnée de ses objets. Ensuite, les premières amitiés naissent, et les enfants se lancent dans des jeux de rôle complexes. En décidant de jouer tel ou tel personnage, l'enfant prouve qu'il sait qui il est, et qu'il comprend comment s'intégrer activement dans le grand théâtre de la vie sociale. Alors prenons un peu de recul sur tout ça. En seulement quelques années, un être initialement dépourvu de repères construit l'intégralité de sa réalité, sécurise son monde émotionnel et invente littéralement sa propre identité. La petite enfance n'est définitivement pas qu'une simple phase de croissance. C'est l'éveil le plus miraculeux de la conscience humaine. Et sachant que notre cerveau est capable de bâtir toute l'architecture de notre monde en si peu de temps, on est en droit de se poser une dernière question fascinante. Quels autres mystères incroyables sommeillent encore sous le capot de notre esprit ? Voilà de quoi méditer pour clore notre synthèse. À très bientôt pour une nouvelle exploration.